Bonsoir, voici les titres de l'actualité de ce lundi 4 décembre. Prenant exemple sur la France et lui donnant a posteriori raison, les 15 pays de l'Union européenne décident de suspendre l'utilisation des farines animales. Aux États-Unis, les juges de la Cour suprême fédérale à Washington renvoient la copie des juges de la Cour suprême de Floride en leur demandant de la réécrire. Il n'y a toujours pas de vainqueur de l'élection présidentielle. En Côte d'Ivoire, 6 jours avant les élections législatives, les rassemblements des partisans de M. Ouattara, écartés de ces élections, ont organisé une manifestation. Des violences ont fait plusieurs morts et des dizaines de blessés à Abidjan. L'affaire des marchés truqués d'Île-de-France et l'incarcération de Michel Roussin continuent de provoquer de multiples réactions politiques. Nous évoquerons les lois régissant le financement politique et les questions sur la mise en détention provisoire. Début de mystère autour de l'hélice défectueuse du Charles de Gaulle. Un incendie aurait détruit en partie les plans de cette hélice. Et puis la saga Olympia pour Yannick Noah demain soir, concert unique avec un nouvel album. Yannick Noah qui sera notre invité, il viendra nous rejoindre dans quelques minutes. Une nouvelle fois, les agriculteurs et surtout les éleveurs ont organisé de nombreuses manifestations un peu partout en France aujourd'hui, depuis Paris jusqu'à Saint-Lô, dans la Manche, mais également en Haute-Saône, en Moselle, dans les Vosges, dans l'Ain, à Clermont-Ferrand. Et puis ici à Nantes, ils étaient des milliers protestant contre les méventes de leurs produits suite à la crise de la vache folle. Une crise qui n'est plus franco-française, le problème est désormais officiellement européen. Les ministres de l'Agriculture de l'Union européenne ont donné raison a posteriori à Jean Glavany. L'utilisation des farines animales est suspendue pour tous les animaux d'élevage dans l'ensemble de l'Union. Décision acquise à Bruxelles ce matin où se trouvaient pour France 2 Nathalie Moisan et Philippe Lefeuvert. Sourire retrouvé. Très isolé il y a 15 jours à Bruxelles, Jean Glavany arrive aujourd'hui au Conseil des ministres de l'Agriculture, beaucoup plus optimiste. Comment ça se présente ce Conseil? Mieux qu'il y a 15 jours? Je vous dirai ça à la fin. Pour obtenir l'interdiction des farines animales? Ça, je pense qu'on peut y arriver. Mais je suis plus ambitieux que ça. Plus ambitieux car les événements ces 2 dernières semaines ont conforté la position française. Résultat, après 2 heures de débat, l'Europe cet après-midi interdit les farines animales. Le revirement de l'Allemagne après la découverte de 2 cas de vache folle chez elle a changé la donne, le ralliement de la Commission européenne aussi. Mais Paris espère plus, et notamment la levée des embargos contre sa viande bovine. Et là c'est plus compliqué, chacun y met ses conditions. Je suis pour la levée de tous les embargos unilatéraux, y compris l'embargo français contre la viande anglaise. Je pense que la solution pour résoudre ces problèmes, ce ne sont pas des mesures unilatérales, mais au contraire des mesures globales. Pour rassurer le consommateur, il est aussi question de tester les bovins suspects de plus de 30 mois, une mesure que réclament notamment les éleveurs français. C'est vrai que les tests sont une bonne chose. Alors on nous dit qu'il y a des problèmes pour la mise en place, que je veux bien croire. Je veux dire qu'on ne met pas en place aussi une politique aussi ambitieuse comme ça du jour au lendemain. Mais il faut absolument qu'on aille vers ces tests. Sur le principe des tests, tous les Européens sont d'accord. Reste le problème de leur coût. Tester tous les bovins suspects de plus de 30 mois coûterait 1 milliard d'euros. Les pays qui se disent indemnes de la maladie, évidemment, sont réticents. Les discussions vont donc se poursuivre une bonne partie de la nuit. Après la malbouffe, il y aurait le mal boire. C'est du moins ainsi que plusieurs milliers de viticulteurs exprimaient cet après-midi à Montpellier, dans l'Hérault, leur exaspération contre le libéralisme sauvage. Ils réclament l'interdiction des vins de différents pays de la communauté européenne, car le marché français pour les vins de cépage et de table s'effondre. Reportage de notre correspondant Yannick Roussi avec Christophe Larocca. Et que la merde reste chez ceux qui la produisent. Ça leur fera sortir du corps. La place de la Comédie portait bien son nom cet après-midi. Avec un talent d'acteur certain, les syndicalistes viticoles mobilisent leurs troupes. 4000 personnes dans les rues pour dénoncer le mal boire. L'arrivée massive sur le marché français des VDPCE, les vins de diverses provenances de la communauté européenne. Mélange de plusieurs cépages, pas de traçabilité, pour raccourcir la boisson folle. Nos vins restent en cave, alors que nos vins ont une traçabilité nettement supérieure à celle que nous trouvons ailleurs. Dans les Corbières, les cuves de Jacques Serre sont pleines elles aussi. Il est très difficile d'écouler la récolte. L'argent n'entre plus, les échéances courent et de nombreuses exploitations sont menacées de faillite. Qui accepterait d'avoir, comme cette année, des baisses de revenus de 20 ou 25%? Alors personne n'accepterait. Je pense qu'il va falloir quand même... je pense que les gens vont réagir.
Ils réagissent en battant le pavé et ils rencontreront Jean Glavany, le ministre de l'Agriculture, mercredi prochain. On demande une mesure d'urgence qui est la distillation préventive à prix renforcé à 24 francs 50 le degré hecto. Ça, c'est un mécanisme communautaire qui permet de retirer du marché en début de campagne des vins en surplus. Et en attendant, l'action continue. Les viticulteurs bloquent en ce moment un péage sur l'autoroute A9. Oui, l'autoroute est bloquée en ce moment même près de Montpellier. Dernière nouvelle d'Amérique, mais toujours pas de vainqueur déclaré de l'élection présidentielle du 7 novembre dernier. Théoriquement, les juges de la Cour suprême fédérale à Washington devaient avoir le dernier mot. Mais ils se sont contentés de casser l'arrêt des juges de la Cour suprême de Floride, estimant que celui-ci était mal rédigé et qu'il fallait motiver la décision de poursuite ou non des comptes manuels. Explication avec Étienne Lénart. Retour à l'envoyeur. En substance, voilà ce que les 9 sages de la plus haute instance judiciaire américaine viennent de faire savoir il y a un peu plus d'une heure. Les membres de la Cour suprême des États-Unis étudiaient depuis 3 jours à la demande des avocats du républicain George Bush la question suivante. La Constitution des États-Unis autorisait-elle les juges de la Cour suprême de l'État de Floride, cette fois, à décider que le dépouillement manuel des bulletins de vote pouvait se poursuivre, même au-delà du délai fixé par la loi électorale de l'État? Les sages, dans leur jugement de ce matin, indiquent que non, mais demandent à leur petite sœur de Floride de motiver plus clairement sa décision. Bref, on nage en pleine confusion, d'autant qu'ici, dans les heures qui viennent, est attendu un autre jugement. Et tout le week-end, une cour a entendu les arguments des deux camps pour donner ou non le droit de recompter 12 000 bulletins litigieux. Les avocats s'énervent sur des machines à voter jugées peu fiables. Et pendant ce temps-là, dans son ranch du Texas, George Bush reçoit, en jean et chapeau de circonstance, faisant preuve d'une confiance inébranlable. Je vais être président, disait-il encore hier. Son adversaire démocrate Al Gore fait désormais de la résistance, servant du café aux journalistes qui le suivent comme son ombre. Il continue de se dire persuadé que les tribunaux finiront par lui accorder ce que les urnes n'ont pas réussi à dévoiler, sa victoire. Alors Étienne, je ne vais pas vous dire qu'on comprend tout ce qui se passe en ce moment même entre la Floride et la Cour suprême fédérale, mais en plus j'ai l'impression que ce n'est pas fini. Absolument, Claude, et je crois que plus personne ne comprend grand-chose, sauf peut-être les avocats des deux camps. On pensait que la décision de cette Cour suprême fédérale, qui chapeaute donc l'ensemble des 50 États américains, eh bien que cette décision ferait donc pencher la balance dans un sens ou dans l'autre, dans la mesure où elle dirait le droit. Le problème, c'est que les 9 sages, vous l'avez entendu, de la Cour suprême, viennent de dire « nous voulons en quelque sorte de plus amples informations » et donc ce qui aurait pu apparaître dans un premier temps comme une victoire pour le camp républicain, pour le camp de M. Bush, eh bien n'est qu'une victoire partielle, et les avocats démocrates de M. Gore d'ailleurs viennent de s'empresser de le souligner. Techniquement, cette décision de la Cour suprême ne change qu'une chose, c'est qu'elle ramène l'écart entre les deux candidats à 930 voix pour cet État de Floride. 930 voix, vous le savez, c'était l'écart entre George Bush et Al Gore. C'était l'écart avant le début du fameux dépouillement manuel. Alors, demain, cela fera 1 mois que l'on a voté, ici aux États-Unis, 1 mois toujours sans résultat. Personne ne se risque plus à prédire quoi que ce soit, alors que, je vous le rappelle, il y a cette date butoir du 12 décembre. Le 12 décembre, c'est mardi prochain. C'est la date à laquelle doivent être enregistrés tous les grands électeurs, qui devront ensuite voter 1 semaine plus tard, le 18 décembre. Et bien évidemment, si les grands électeurs de Floride n'ont pas été désignés d'ici le 12 décembre, eh bien a priori, théoriquement en tout cas, cette élection aura lieu sans eux. D'accord, on va essayer de s'y retrouver. Une semaine à haut risque populaire en Côte d'Ivoire, une semaine qui s'achèvera dimanche par des élections législatives. Les partisans de l'ancien Premier ministre Alassane Ouattara, mécontents que leur favori ait été écarté du droit à se présenter à ces élections, se sont rassemblés dans un stade aujourd'hui à Abidjan, puis ont envahi les rues de la capitale. Nos correspondants permanents Éric Monnier et Roger Motte ont pu assister aux violences près du siège de la radio-télévision ivoirienne. Les manifestants se sont fixés comme objectif la prise de la radio-télévision ivoirienne. Pour les en empêcher, la police charge. Ici, à l'aide de grenades lacrymogènes. À la mi-journée, le ministre de l'Intérieur reconnaîtra 3 morts, un membre des forces de l'ordre et 2 manifestants. Des manifestants du RDR, le Rassemblement des Républicains, le parti de l'ancien Premier ministre d'Houphouët-Boigny, Alassane Ouattara. Arrivés en masse, tôt ce matin, des communes populaires d'Abidjan et des villes de province. Ils sont là pour protester contre l'invalidation de leur leader à l'élection législative de dimanche prochain. Mais Alassane Ouattara, figure de l'opposition recalée une nouvelle fois, comme il l'avait été à l'élection présidentielle, avec la même justification. Pour la Cour suprême, il n'est pas ivoirien. Pour ses partisans, trop, c'est trop.
Une marche de protestation d'abord envisagée est annulée cette nuit après accord entre la direction du RDR et le président ivoirien Laurent Gbagbo. Un meeting au grand stade d'Abidjan doit la remplacer. Mais ce matin, des dizaines de milliers de militants campent au pied du stade et rêvent d'en découdre. Dans les bouches, il n'est plus seulement question de Ouattara, mais de leur dignité de gens du Nord, de musulmans bafoués depuis des années. Une partition du pays n'est plus sujette à vous. Eh bien oui, nous sommes prêts pour la sécession. En ce sens que, déjà, on nous a traités d'étrangers. Eh bien nous allons composer avec nos frères étrangers. Nous allons diviser la Côte d'Ivoire en deux, nous prenons le Nord. Du côté de la direction du parti, le malaise est perceptible. Bien sûr, on suit la base, mais on se veut responsable, car l'on craint la répétition des violences d'octobre dernier qui avaient fait au moins 170 morts, la plupart dans les rangs du RDR. Nous savons la portée de ces manifestations, mais nous savons aussi la portée des négociations. Et donc nous avons parlé de cette manifestation, mais aussi évidemment de la question d'Alassane Dramane Ouattara. Donc vous avez espoir qu'on revienne sur la décision de son invalidation? Sinon, je ne serais pas en train de me battre. Vers 14 h, les manifestants tenteront sans succès de rejoindre le siège de la télévision. En s'installant au pouvoir à la place des militaires il y a 6 semaines, le socialiste Laurent Gbagbo a hérité d'un pays en perdition. Au centre du malaise, l'épineuse question de l'ivoirité, une question qui ressemble de moins en moins à un problème de personnes, de plus en plus à un problème politique global pour la Côte d'Ivoire. En Israël, le Parlement, la Knesset, a voté une proposition de loi interdisant à tout Premier ministre ne disposant pas de majorité parlementaire, c'est le cas de M. Barak, de signer des accords internationaux. Et puis ce matin, le mouvement israélien La Paix Maintenant a publié un rapport sur la politique de colonisation menée depuis 1993, la signature des accords d'Oslo. Le nombre de logements de colonies juives dans les territoires palestiniens a augmenté de plus de 50%. Commentaire Charles Anderlin avec Yann Jiquel. Un panneau au bord d'une route entre Naplouse et Ramallah. Traduction, le regard vers l'avenir, le jeune Shiloh, un nouveau projet, maison individuelle, pierre de Jérusalem. Shiloh est une implantation qui ne cesse de s'agrandir. La construction d'ailleurs va bien en Cisjordanie et plus précisément dans les colonies israéliennes. Un exemple, à quelques kilomètres de Ramallah, Tel Zion sort de terre. Mais voici le chantier tel que nous l'avons filmé en avril de l'année dernière. À l'époque, le panneau indiquait une première tranche de 1100 logements. Le même endroit aujourd'hui. La troisième tranche est déjà prévue, 2000 logements supplémentaires. Tel Zion sera une ville orthodoxe voisine de Ramallah. Selon les responsables du mouvement La Paix Maintenant, Ehud Barak ne freine pas le développement des implantations. Sur le terrain, la situation n'a pas changé depuis que Barak est au pouvoir. Il n'a fait que continuer la politique de son prédécesseur, Benjamin Netanyahou. De fait, 3500 appels d'offres à la construction dans les colonies ont été publiés depuis l'élection de M. Barak. Selon La Paix Maintenant, la population des colonies a augmenté de plus de 52% depuis les accords d'Oslo en septembre 1993. Il y a près de 200 000 colons en Cisjordanie répartis dans 130 implantations. Sur l'île de Jolo, aux Philippines, un convoi militaire a été attaqué par les rebelles musulmans. Il y a 5 morts et 26 blessés. Les rebelles détiennent toujours, je vous le rappelle, plusieurs otages, dont un Américain. Les développements judiciaires de l'enquête sur les marchés truqués en Île-de-France ont alimenté ces dernières 24 heures la plupart des réactions politiques en France. Certes, Lionel Jospin, en déplacement à Conflans-Sainte-Honorine ce matin, s'est refusé à toute appréciation. Et le chef de l'État est resté muet, alors que ses fidèles du RPR, comme Jean-Louis Debré, dénonçaient des indiscrétions manipulées pour le déstabiliser. Reportage Arnaud Boutet. En pleine crise politique, certains déplacements suscitent une attention particulière. Surtout lorsque Lionel Jospin se rend à Conflans-Sainte-Honorine, dont le maire n'est autre que le président du Conseil régional d'Île-de-France. Inauguration d'un centre internet, un discours très technique donc, et pas d'autres commentaires. Je m'efforce de traiter l'ensemble des problèmes qui sont de ma responsabilité, et c'est cela qui me préoccupe. Sur le climat actuel, non. Lionel Jospin ne parle pas des affaires et Jean-Paul Huchon, lui, aimerait tirer un trait sur la gestion passée du Conseil régional.
J'en ai marre, honnêtement, que alors que la région Île-de-France fait état de choses en matière de transport, de lycée, de confort pour les franciliens de manière générale, on ne parle de cette région que pour la chronique judiciaire. Pas de réaction à l'Elysée. Jacques Chirac est mis en cause dans les financements occultes du RPR, alors il contre-attaque par l'intermédiaire de ses lieutenants. Michel Alliot-Marie puis Jean-Louis Debré dénoncent une manipulation politique. Ce que je pense dans cette affaire, mais c'est un jugement tout à fait personnel, il s'agit d'utiliser la justice, de médiatiser un certain nombre de faits, d'éléments, violer les secrets d'instruction, bafouer la présomption d'innocence, faire du spectacle pour déstabiliser le président de la République. Jacques Chirac doit-il s'expliquer? Au RPR, la question divise. À l'UDF et à Démocratie libérale, la réponse est plutôt oui. On n'a pas de conseil à donner au chef de l'État, bien évidemment. Mais il faudra qu'à un moment ou un autre, il ait cette explication devant les Français, oui. Le président de la République ne devrait pas intervenir avant la fin du sommet européen de Nice, prévu dimanche. D'ici là, les portes de l'Elysée resteront fermées. Et concernant plus précisément le financement présumé frauduleux sur lequel les juges mènent actuellement leurs travaux, il nous a semblé intéressant d'effectuer un retour en arrière car plusieurs lois successives ont régi les finances des partis politiques. À chaque fois, il s'agissait justement d'éviter les arrangements occultes. Explication Thierry Curtet. La première loi à mettre un peu d'ordre dans le financement de la vie politique date de 88. Avant, rien. L'Assemblée adopte cette année-là un texte qui impose une certaine transparence. Les élus doivent déclarer leur patrimoine, les dépenses de campagne électorale sont plafonnées. En échange, se met en place un début de financement public des partis politiques. Mais l'année suivante éclate l'affaire Urbain, un bureau d'études proche du Parti socialiste. C'est cette affaire qui poussera l'Assemblée de gauche à voter la grande loi sur la politique et l'argent en 90. Les comptes sont soumis à contrôle, plafonnement des dons et surtout amnistie pour tous les délits antérieurs. Les députés remettent donc les compteurs à zéro et augmentent encore le financement public. Mais les dons d'entreprise restent encore possibles, même s'ils sont plafonnés. Pour couper court à tout soupçon de corruption, la loi de 93 impose la publication des listes de donateurs. Les textes votés en 95 vont aller encore plus loin. Les dons d'entreprise sont purement et simplement interdits et les dépenses plafonnées. Sur les 4 personnes jusqu'à présent entendues par les juges à propos de ces marchés présumés truqués des lycées en Île-de-France, 3 sont en liberté sous contrôle judiciaire. Un seul est en détention. Il s'agit de Michel Roussin, l'ancien directeur de cabinet de Jacques Chirac à la mairie de Paris. Pourquoi cet unique placement en détention? Réponse avec Dominique Verdeillan. Dans une voiture banalisée aux vitres non teintées, devant une meute de photographes et de caméramens, Michel Roussin est le 6e ministre de la 5e République à franchir les murs d'une prison. La semaine dernière, le parquet avait requis la détention provisoire de différents trésoriers de partis officiels ou occultes. Et le juge n'a pas suivi cette demande. Ils ont donc tous été remis en liberté sous contrôle judiciaire. Alors pourquoi un traitement différent pour l'ex-directeur de cabinet de Jacques Chirac? Officiellement pour les nécessités de l'enquête, mais à la brigade financière, comme devant les juges, Michel Roussin s'est tu. Selon son avocat, maître Haïk, si Michel Roussin est resté muet vendredi, c'est pour une toute autre raison. Face à l'ancien ministre, au pool financier, 2 juges, l'un de Marc Brisset-Foucault, ancien substitut à Créteil, a eu à connaître en 1994 d'un autre dossier politico-financier dans lequel Michel Roussin avait été mis en examen avant de bénéficier d'un non-lieu. Vendredi, pour ne pas compromettre la procédure, ce magistrat est resté lui aussi muet. Il n'est pas intervenu durant l'interrogatoire ni dans la décision d'écrouer l'ancien ministre. Oui, alors, suite de votre démonstration, ça suppose pas mal d'écueils pour l'instruction à venir. Oui, vous savez, c'est le propre des dossiers politico-financiers. Il faut enquêter, perquisitionner, auditionner, instruire, tout en veillant évidemment à ne pas commettre la faute de procédure qui peut mettre en pièces le dossier. Alors, premier épisode demain, la demande de mise en liberté de Michel Roussin. Le parquet reste sur sa position. Il y a encore, dit-on, des investigations à mener rendues difficiles par le silence du prévenu. Deuxième souci pour la justice, on vient de le voir, peut-on instruire un dossier proche d'une autre affaire que l'on a eu à connaître? Ce fut le cas récemment dans le procès de Robert Rue. L'affaire a été renvoyée. Alors ici, de chaque côté, on s'observe, mais il faudra très vite trancher avant qu'il ne soit trop tard. Ah, puis il y a une interrogation, j'allais dire quasiment majeure politiquement, car le nom de Jacques Chirac, président de la République, est apparu dans la procédure. Alors peut-il être entendu, interrogé? D'autres magistrats se sont déjà posé la question. Le Conseil constitutionnel leur a déjà répondu. Seule la Haute Cour de justice est compétente pour juger un chef de l'État.
Des juristes, en revanche, n'écartent pas l'hypothèse qu'ils puissent être entendus comme témoins. Alors, à défaut de pouvoir s'expliquer devant la justice, les hommes politiques demandent au président de s'exprimer devant les Français. Seule certitude, pendant ces interrogations, l'instruction continue, d'autres perquisitions, auditions et mises en examen pourraient avoir lieu dans les jours qui viennent. Merci Dominique. À Grenoble, les 2 adolescents de 17 ans qui avaient tendu un guet-apens mortel dans le quartier de la Villeneuve au jeune Soufiane, âgé de 15 ans, ont été mis en examen pour assassinat et écroué. Dans le genre feuilleton, la mise en service progressive du porte-avions nucléaire Charles de Gaulle est une réussite. Après les premiers déboires de construction, ce fut il y a 3 semaines une pale de l'une des hélices qui se brisait alors que le porte-avions se trouvait au large de la Guadeloupe. Le mécontentement et les demandes d'explication des responsables de l'armée auront peut-être du mal à trouver un aboutissement car une partie des dossiers relatifs à cette hélice aurait été incendiée dans les locaux d'une entreprise installée près de Nantes. Commentaire Romuald Benant avec Jacques Deveau et Gabriel Camilla. Visiblement, les incendiaires n'avaient qu'une seule cible, ce bâtiment préfabriqué de la société nantaise Atlantique Industrie. Une entreprise pas tout à fait comme les autres. C'est en effet elle qui avait fabriqué les hélices du Charles de Gaulle. À l'intérieur du local, les pyromanes pensaient peut-être détruire les fichiers informatiques et les archives concernant ces équipements du porte-avions nucléaire, une tentative vaine a priori. Les documents du Charles de Gaulle sont stockés dans une autre armoire depuis toujours. Donc ils n'ont jamais été dans ce bâtiment, avec une réserve, c'est qu'il se peut qu'à certains moments on sorte une toute petite partie du dossier pour travailler sur cette petite partie dans le local en question. Un acte criminel qui semble surgir à point nommé malgré tout. Quelques heures auparavant, le ministère de la Défense venait en effet d'annoncer l'ouverture d'une enquête de qualité sur ces fameuses hélices. Une enquête pour comprendre comment, début novembre, l'une des pales s'était brisée sans raison apparente alors que le Charles de Gaulle effectuait ses derniers essais aux Antilles, juste avant son admission au service actif prévu pour la fin du mois. Le fait que les autres pales de l'hélice n'aient aucun choc, aucun impact, montre bien que c'est une rupture sèche de la pale, que donc c'est probablement une cause technique, soit de réalisation, soit de conception de l'hélice, qui est à l'origine de cette cassure. Un épisode rocambolesque de plus pour le Charles de Gaulle. Depuis ses premiers essais commencés en janvier 1999, le bâtiment a passé beaucoup de temps en rade pour réparation. Panne de moteur, rayonnement ionisant du côté des chaudières nucléaires, pont d'envol trop court. Pour le moment, le fleuron de la Marine nationale, qui a coûté 20 milliards de francs sans les avions, est plus célèbre pour cause de faits divers que de faits d'armes. Pour tenter d'interdire des polluants organiques persistants comme les pesticides ou les dioxines, les représentants de 120 pays sont réunis à Johannesburg en Afrique du Sud. Cette interdiction doit s'accompagner d'aides financières pour les pays qui les produisent. Les effets de ces polluants se font sentir également en milieu marin et nos amis les dauphins en sont les victimes. Reportage Agnès Monteux, Hélène Vergne et José Boulestex. Ils vivent à des milliers de kilomètres des hommes et de leur pollution. Et pourtant, beaucoup de ces dauphins sont contaminés par des polluants persistants qui ont une durée de vie de plusieurs dizaines d'années. Véronique Loiseau travaille sur la contamination du milieu marin par un de ces nombreux polluants, le PCB ou pyralène. Un produit chimique utilisé comme isolant électrique, aujourd'hui interdit de fabrication en France, mais dans d'autres pays, l'homme continue de répandre ce produit. Il n'existe pas d'un point de vue naturel, il n'y a rien dans le monde qui peut produire des PCB si ce n'est l'homme. Et donc on les retrouve dans les organismes parce que ce sont des composés très résistants et bioaccumulables dans le sens où ils ont tendance à se stocker dans les graisses. Les vieux transformateurs par exemple relâchent du PCB. Le polluant retombe sur terre ou dans les océans avec les pluies. Il va ensuite se concentrer de plus en plus le long de la chaîne alimentaire, du plancton au dauphin. La concentration en PCB est 1 milliard de fois plus élevée dans la chair du dauphin que dans l'eau. Toutes les études menées sur les animaux, en mer ou sur terre, arrivent aux mêmes conclusions. Les polluants persistants sont cancérigènes et peuvent avoir de graves conséquences au niveau de la reproduction. Dans l'espèce humaine, on observe depuis une trentaine d'années, dans les pays développés en particulier, une diminution du spermogramme chez l'homme, dont une tendance à la stérilisation. Les pays du tiers-monde sont aujourd'hui les principaux utilisateurs des 12 polluants les plus toxiques. Des produits moins chers qui leur sont souvent indispensables, comme le DDT, un insecticide qui permet de lutter contre les moustiques et le paludisme.
Selon un avis du Conseil économique et social, l'impact financier de la catastrophe de l'Erika il y a un peu moins d'un an, le 12 décembre 1999, va largement dépasser le plafond d'indemnisation, donc largement plus des 3 milliards de francs. Et puis cet après-midi, une fuite de substances dangereuses a été signalée à bord d'un ferry de fret assurant la liaison entre Folkestone et Boulogne-sur-Mer. La fuite proviendrait d'un camion embarqué à bord du ferry. Le liquide échappé serait du triméthylacétyl, c'est-à-dire une substance corrosive et inflammable. Sport football, première journée d'entraînement aujourd'hui pour l'équipe du Paris Saint-Germain qui n'a plus gagné depuis 8 matchs avec son nouvel entraîneur. On le voit ici, Luis Fernandez. Il s'agit pour les Parisiens de préparer leur rencontre de Ligue des Champions mercredi à Galatasaray en Turquie. Fernandez a bien l'intention de rapporter une victoire. Du cinéma avec le nouveau Woody Allen, Escroc mais pas trop, l'histoire d'une grosse escroquerie qui sert de pamphlet contre les nouveaux riches. Les Américains ont aimé ce Woody Allen, ce qui n'est pas toujours acquis pour Woody Allen chez lui. Voici la présentation de ce film avec Marie-Jo Jouan et Olivier Robert. Le cerveau, le macho, c'est Woody, en escroc mais surtout pas trop. J'ai besoin de nos 6 000 $. Flanqué ici d'une femme aussi vulgaire que maligne, incarnée par la décapante Tracey Ullman. Oui, je sais, mais tu vas quand même pas m'en faire un drame. S'il te plairait, 6 000, c'est tout ce qu'on a, d'accord? Frenchy, j'ai une idée brillante. De quoi nous faire devenir riches? Qu'est-ce que tu vas faire? Dévaliser une banque? Comment tu sais ça? C'est fantastique. Comment t'as deviné? Dans un tiroir, j'ai toute une collection de notes écrites sur des serviettes en papier ou sur des boîtes d'allumettes. De temps en temps, je vais piocher dans le tiroir. Je me suis rendu compte que j'avais accumulé plein d'idées amusantes et que j'avais envie de les tourner. Escroc, mais pas trop. On est la première. Dis-moi, est-ce qu'un de vous a déjà creusé un tunnel? C'est pas compliqué. Plus qu'on ne l'imagine, et c'est grâce à la cuisine de Frenchy que le couple terrible va faire fortune. Ce qui me semblait drôle, c'était de montrer ce qui arrive quand de véritables crapules voient leurs rêves se réaliser et que l'argent se met à couler à flot. Argent ne rimant pas du tout avec classe, Woody égratigne ici avec jubilation l'univers des nouveaux riches. Ça vient les escargots! Qu'est-ce que vous avez? Quant aux acteurs, pour tourner avec Woody, ils sont prêts à tout, même au minimum syndical. Quelle envie, toute la bande, quoi. There's no money. You're not given Il any n'y a pas money. d'argent, ils ne vous donnent pas d'argent. Bon, ben d'accord. You don't Il n'y a have, pas like, d'installation grandiose, de gros équipements, des téléphones portables, des distributeurs de cappuccino, d'assistants, rien de tout cela. Vous êtes juste là parce que vous êtes la meilleure personne pour le rôle. Il en dit tellement peu que vous vous imaginez qu'il vous déteste. Mais plus tard, avec beaucoup de tact, à la fin du tournage, il peut se tourner vers vous et vous dire quelque chose de très gentil. Et là, vous rentrez chez vous heureux. Le cerveau, c'est comme ça que les gars m'appelaient. Woody Allen compare ses films au cru du Beaujolais. Goulayant à souhait, cette comédie burlesque a conquis le public américain. C'est une première. Et Woody is happy. Escroc mais pas trop, c'est mercredi sur les écrans. À l'Olympia, demain soir, un concert unique, celui de Yannick Noah. Son nouvel album, celui-ci, porte simplement son nom. Il puise son inspiration musicale, je dirais, du côté de la Jamaïque, avec pour les paroles tout l'esprit africain. Reportage en répétition, Dominique Barouche et Cyril Paquet. C'est un petit peu classe comme truc. Après la terre battue, la Seine. C'est un mec beau. Quand Yannick Noah chante, c'est moins un nouveau départ qu'un retour aux sources. Première fan, sa maman. Yannick en train de chanter, ben c'est le Yannick que je connais tout le temps, dans la maison, en train de danser, de faire le fou et de chanter. Donc c'est sa vie naturelle. La raquette, c'est quelque chose qu'il faut quand même travailler davantage et j'étais beaucoup plus angoissée. Taper dans la raquette ne l'a jamais empêché de taper le bœuf entre champions. Jusqu'à cette Coupe Davis version Saga Africa. Mais Noah a du mal à trouver ses marques. Balle neuve, il change de maison de disque. Voilà Noah reformaté version Goldman, musique de Jean-Jacques et Robert. Et c'est l'Olympia à la volée. Oui, tu sais, les lions sont vraiment des rêves.
Aujourd'hui Paris avant de tourner en province. Sur scène, Noah s'amuse autant que sur les cours. Porte l'eau, porte la vie. Yannick Noah, bonsoir. Bonsoir. C'est vrai qu'on a beaucoup de plaisir à vous retrouver dans ce disque. Il y a une inspiration Bob Marley, il y a une inspiration africaine, et puis il y a un mélange de choses que vous avez acquises en chemin, je dirais. Ouais, le métissage, à travers les voyages, forcément, j'ai toujours gardé un souvenir de mon enfance en Afrique et un rapport très fort avec la Jamaïque et Bob Marley. Et puis les textes en français parce que maman est française et que j'ai passé la plus grande partie de ma vie. Parce que jusqu'à présent c'était en anglais, donc il y a une sorte de, on franchit un cap, on va plus près du public presque. Mais on avance, c'était pas acquis au départ. Au début je chantais comme ça pour le fun, et puis après j'ai voulu chanter mes chansons, et puis c'est vrai que entre le moment où je chantais les chansons des autres et le moment où il a fallu chanter les miennes, il a fallu s'ouvrir un peu, et je crois qu'il y avait pas mal de pudeur, je crois que je me cachais un petit peu derrière la langue anglaise. Il devait y avoir un petit peu de ça, et puis en plus j'avais pas le luxe et l'opportunité de chanter des textes faits pour moi par des tout bons. Mais je me trompe, ou j'ai eu l'impression en l'écoutant et en beaucoup de l'écoutant, avec plaisir, vous êtes très à l'aise dedans. Là. Tout d'un coup, on a l'impression que vous êtes une sorte de plénitude dans ces textes, dans ces musiques, que vous retrouvez pleinement. Et oui, c'est une recherche perpétuelle. C'est vrai que trouver vraiment sa tonalité, sa façon d'exprimer certaines émotions, sa façon de communiquer à travers le chant, ça m'a pris du temps. Et là, ouais, je me sens à l'aise. Je me sens à l'aise parce que j'aime les textes. Je me sens bien avec les textes. Je me suis emparé de ces musiques, de ces textes. Et le seul regret que j'ai, c'est de ne pas les avoir écrits tout seul, quoi. Ouais. Ça viendra peut-être. Hein. Bon, l'Olympia, c'est un monument, quoi. C'est quand même un sacré pareil. Ça vous fait peur? Vous avez votre méthode, la fameuse méthode Noah, pour vous préparer à cette Olympia? Ça m'excite beaucoup. Ah bon? Ouais, ça m'excite beaucoup. C'est un challenge important. C'est très... la barre est haute, quoi. C'est un endroit qui a tellement d'histoire que je respecte. C'est vrai que j'ai rêvé de cet endroit et c'est demain, quoi. Et j'aime bien là ce que je suis en train de ressentir depuis 48 heures là. Cette tension qui monte, j'aime beaucoup. Et ce rendez-vous et ça va le faire. Ouais. Je sais que vous vivez un peu en France, un peu au Cameroun, un peu à New York. Cette espèce de manière d'être un peu partout en étant un peu nulle part, ça vous permet aussi de vous construire ou c'est difficile au contraire? Oh, je vis à New York en fait. Ma base est vraiment à New York, et puis ensuite j'ai des occupations ici et là, et en particulier en France où avec les associations Les Enfants de la Terre et Faites le Mur avec maman, c'est vrai qu'il y a beaucoup de travail très excitant ici. Et lorsque je viens ici, c'est vraiment pour travailler. Et ensuite, je retourne vers mes gamins, mes gosses qui sont à New York. Bon, le Cameroun, c'est plus les vacances maintenant. C'est le centre de votre vie maintenant, les enfants, non? Complètement, oui. 4. Les 2 premiers qui sont à l'âge adolescence. C'est un moment, un passage intéressant et excitant et important. Et c'est quoi la méthode d'éducation, Noah? L'amour au maximum. J'essaie d'être là au maximum et donner déjà ce que je peux. Vous savez que vous exercez une certaine fascination parce que j'ai l'impression que tout ce que vous faites, ça marche. Vous êtes conscient de ça, d'avoir une sorte de mythe en France, on dit tout ce qu'il a fait, ça marche. Bon, c'est bien, c'est grâce aux médias, j'imagine, c'est grâce à vous. Non, c'est ce que vous avez fait. Vous avez fait en sport. Je me suis planté très souvent, mais je crois que j'ai souvent essayé de relativiser les défaites et les victoires. Et je prends du plaisir à faire ce que je fais. Alors c'est vrai que le critère des fois de succès, ça peut être... Il y en a qui vont être malheureux en tant qu'artiste parce qu'ils n'ont pas vendu beaucoup. Moi j'aime chanter, donc forcément c'est agréable. Et mon succès, personnellement, il est là, quoi. J'aime faire ce que je fais. Et vous économisez en même temps en France. On vous voit peu en France tout compte fait. Parce que vous avez peur d'être trop accaparé, trop pris, trop regardé? Non, bon, il y a forcément des moments où j'aime bien être acteur de la vie et c'est intéressant d'être acteur. C'est un poids, c'est une responsabilité. J'ai une image ici et j'essaye d'en faire quelque chose de positif et de porter ce que je peux faire tant qu'à faire être utile. Et puis de temps en temps, j'aime bien aussi être spectateur. Et dans ces moments-là, c'est vrai que j'aime bien l'anonymat que j'ai dans une ville comme New York, qui est la vie au monde que je préfère.
Demain soir, ce ne sera pas l'anonymat sur la scène de l'Olympia. Combien vous allez interpréter de chansons on peut déjà savoir un petit peu de choses sur la soirée? Ça dépend de l'atmosphère. Mais enfin, on va jouer un bon moment et puis on essaiera de partir et laisser le public un petit peu sur sa faim. Ça serait bien. Mais on va jouer, on va se faire plaisir. Je vais en profiter au maximum. On vous retrouvera le 2 juillet aussi à l'Olympia, je crois. Et puis vous allez faire une tournée dans un certain nombre de grandes villes en région. Oui, on va jouer, on va essayer de continuer cette aventure qui a commencé il y a quelques mois. Vous allez avoir un fil à la patte quand même, là. Vous êtes coincé là. J'aime bien, j'adore jouer, j'adore la scène, c'est vraiment le bonheur. Pour moi, c'est un luxe que de pouvoir jouer, de pouvoir me produire avec mon groupe. Ce sont mes meilleurs copains et pour moi, jouer, c'est un cadeau, quoi. Donc plus on joue, mieux c'est. Je voudrais signaler, il fait beau pour un mardi. Marie-Claire Noah, votre maman, au Cherche Midi éditeur. C'est très joli texte et je voulais la signaler, d'autant qu'elle fait beaucoup de choses également dans l'association avec vous. Merci Yannick Noah, bonne soirée demain. Je crois qu'on sera quelques-uns à vous supporter tout au long de ces 6 mois de spectacle. Et puis je rappelle ce disque Yannick Noah. Merci. Voilà, nous arrivons à la fin de cette édition. Je vous rappelle quelques-unes des actualités que nous avons développées. Les 15 pays de l'Union européenne réunis à Bruxelles ont décidé d'interdire pour 6 mois l'utilisation des farines animales. Cette décision donne a posteriori raison à la France. Et puis aux États-Unis, les juges de la Cour suprême fédérale renvoient la copie des juges de la Cour suprême en Floride en leur demandant de la réécrire. Il n'y a toujours pas de vainqueur de l'élection présidentielle. Enfin, en Côte d'Ivoire, 6 jours avant les élections législatives, les rassemblements des partisans de M. Ouattara, écartés de ces élections, ont organisé une manifestation. Les violences auraient fait plusieurs morts et des dizaines de blessés à Abidjan. La météo, dans quelques secondes, sera présentée par Nathalie Riouet. À 23h, je vous signale le magazine de la rédaction Argent public, Argent privé, présenté par Sylvain Attal, avec notamment une enquête sur l'argent de poche et une enquête sur le blanchiment d'argent à Monaco. Le dernier journal de la rédaction, c'est à 0h40 avec Laurence Piquet. Demain à 7h50, Gérard Morin interrogera M. Jean-Claude Juncker, le Premier ministre du Luxembourg. À 13h, vous trouverez ici même Antoine Cormery. À demain 20h. Bonsoir. Merci.